Alors, bonjour à tout le monde et merci pour cette invitation. Je commence pour m'excuser car mon français c'est très faible et en plus je suis un peu fatigué donc j'ai plutôt la tendance à parler en italien ou en espagnol donc ça va être un peu bizarre mon exposé aujourd'hui. Mais si je ne suis pas clair, ça suffit de me le dire car je ne suis pas timide. Donc, première chose que je voulais dire, je vais présenter un travail intermédiaire qui arrive à la fin d'une recherche déjà aboutie et qui a été publiée que j'ai amené avec Sophie Jacot, qui a été publiée dans le dernier numéro de Gouvernement et Action publique, une revue sur les presses de Sciences Po, et c'était une recherche sur le rôle des fondations dans la structuration, on peut dire comme ça, dans la structuration des opportunités de lobbying pour, à niveau européen pour des associations côté droits des hommes et surtout droits des minorités, droits des Roms. Et une nouvelle recherche sur des projets et des programmes développés par les villes pour favoriser l'intégration des Roms. Et c'est une recherche qui a déjà amené à une publication sur le Handbook of Social Innovation et qui se développe. Et là, je viens de présenter un nouveau cas d'étude. Donc, je suis un peu entre l'origine d'une recherche très européenne et des recherches sur des cas très locaux. Alors, je veux parler d'un aspect des fondations qui soutient un peu comment dire, la lutte contre les discriminations au regard des Roms, qui a un aspect de très forte capacité de réflexion et d'apprentissage de ces fondations. C'est un côté positif pour le film. Et en même temps, d'une très forte sélectivité de cette réflexion et de cette réflexivité. Donc c'est vrai que j'essaie de présenter une histoire d'apprentissage, de changement incrémental, mais en même temps de voir des aspects un peu sélectifs. Alors, la problématique de mon exposé, c'est une problématique très influencée par le livre que Alexandre Lamblay vient de publier aux presses de Sciences Po. Je pense que là, il y a une hypothèse très forte qui a beaucoup inspiré la dernière partie de mon travail et que j'essaie un peu de vérifier ou de falsifier. En tout cas, c'est l'hypothèse que les fondations ont un rôle de contestation, pas de critique, mais de contestation des politiques publiques à différents niveaux, et que cette contestation est très enracinée dans des instruments d'innovation. Donc un peu la structure de mon exposé suit cette hypothèse, c'est-à-dire qu'il y a un changement de référentiel très lié à des nouvelles idées qui s'imposent. Il y a des formes d'importation de modèles d'un monde à l'autre, et après des stratégies pour promouvoir ces modèles à l'interne des formes structurées d'action publique. Cette hypothèse se traduit dans deux questions de recherche. La première question de recherche, c'est une question autour de la cohérence, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la cohérence de ces stratégies de contestation via innovation. Et la deuxième question, c'est très simple. Pourquoi il y a certains éléments de cohérence? Alors, pour introduire les résultats de cette réflexion, après la problématique et la méthodologie, je dirais que je voudrais parler d'une étude de cas. Car je trouve que c'est intéressant de voir un cas très spécifique. Première chose, ce cas, c'est un cas très petit. Après, on va donner les dimensions de ce cas. Je vous dis que c'est vraiment un cas très, très petit, avec un très petit
effet sur la vie des personnes. Mais c'est un cas qui a gagné un prix très important. C'est un cas qui a beaucoup de réputation. C'est un cas qui a très peu de capital physique et beaucoup de capital symbolique. C'est-à-dire que l'European Economic and Social Committee l'a un peu pris comme exemple pour le 2014 de comment faire des projets sociaux. C'est un cas de politique pour le soutien à l'housing, donc au logement des populations précaires à très bas revenus. Les populations en question sont des populations roms. Ce n'est pas un projet ethnique, c'est-à-dire target rom, c'est un projet qui a été fait dans un lieu où les pauvres sont tous de ethnie rom. Alors, c'est un projet amené par une petite association, ETP. C'est une association qui a base à Košice, qui a été faite il y a 13 ans, qui s'occupe surtout des Roms dans la Slovaquie de l'Est. Et le projet en question, ce n'est pas l'ensemble des projets de cette petite association, mais c'est vraiment un tout petit projet fait dans un petit quartier où la plupart des gens, presque tout le monde, 80%, sont des Roms. C'était un projet, au fond, très classique et très typique des interventions sociales envers les Roms. C'est des projets typiques surtout en Europe de l'Est, où il y a de la place, où les municipalités achètent du terrain, laissent le terrain à des familles et les aident à se construire des maisons plus dignes. Et dans ce cas-là, on parle d'un projet 3E, c'est-à-dire un projet très attentif à des dimensions d'efficacité économique, mais aussi environnementale. Donc c'est un projet soutenable sur le plan économique et énergétique. Quand je dis un petit projet, je parle d'un petit projet, quelque chose qui n'a pas un impact pour changer la vie des gens. On parle de quelque chose qui a affecté 6 familles. Et un projet pas sur une base ethnique, mais au fond. Alors, on regarde de près les critères de eligibility. Donc, les critères pour pouvoir bénéficier de ce projet qui a commencé en 2013 et qui a été en fait finalisé déjà en 2014. Donc, un projet rapide, quickly et avec résultat. Il faut être pauvre. Si un chômage, il faut démontrer de chercher de façon très active le travail. Il ne faut pas avoir de précédent pénal. Il faut être quelqu'un qui habite dans le quartier et dans le village choisi, quand même pour 5 ans. Il faut avoir les enfants qui sont des bons enfants. Il faut avoir, donc ils vont à l'école. Il ne faut pas avoir raté de payer la location de quelques appartements précédents. Si, dans des conditions de précarité habitative, il faut quand même avoir un bon record. Il faut avoir même une maison très très pauvre, très précaire, une baraque, mais bien tenue, donc propre à l'interne, avec tout ce qu'il faut. Il faut prendre soin de soi, être en bonne condition de santé, donc ne pas utiliser des drogues, ne pas manger des choses trop frites, des choses comme ça. Il faut bien sûr être actif en tant que sujet membre d'une communauté rome, donc il faut être capable de participer et il faut être ouverte au programme plutôt en termes d'activation. Le projet a été réalisé, avant de regarder la slide, car tout le monde comprend l'anglais et personne m'écoute, il faut dire que c'est un programme sur 2
deux étapes. La première étape, c'est une étape que j'ai regardée de près, c'est une étape de savings, c'est-à-dire c'est une étape liée à l'éducation à l'épargne. Et la deuxième étape, c'est une étape de autoconstruction de maison. Alors, les premières deux années du projet, c'était caractérisé par des familles qui sont des clients du projet qui reçoivent chaque mois 50 € et qui, à la fin de période négociée, doivent démontrer d'avoir en banque la somme qu'ils ont reçue. Donc, pendant l'année, ils peuvent ou pas utiliser cet argent, mais à la fin, le plan d'épargne doit être accompli et la somme reçue doit être présente dans leur bank account. Seulement, au moment qu'à la fin du projet, ils sont capables de démontrer qu'ils ont bien épargné et ils ont bien arrivé à tenir, ils peuvent recevoir de l'autre argent et l'argent pour construire la maison. Je veux bien souligner que ce saving program, qui a été strictement associé au programme Building Hope, donc pour le logement, c'est un programme un peu plus large qui a, au fond, concerné presque 800 familles qui ont fait seulement le saving programs et ils ont reçu des incitations à la fin du programme s'ils l'ont bien respecté. Donc, la deuxième partie du projet, c'est un prêt. Le prêt a été fait sur deux bases financières. La première base, c'est qu'ils ont donné 6 000 €, mais en matériaux, pas en argent liquide, mais en matériaux pour construire les maisons. Ils ont donné l'expertise, c'est-à-dire le support d'architectes et d'ingénieurs pour construire les choses en suivant des règles. Et troisième chose, très important, ils ont donné la propriété privée de la terre où les familles ont allé à construire leur maison. La propriété privée de la terre a été payée et mise à disposition par la municipalité. Par contre, les 6 000 € de commodities, de matériaux pour construire, ont été donnés en forme de prêt à restituer en 10 ans, avec un taux d'intérêt, un bon taux d'intérêt de 3%. Voilà, ça je l'ai déjà dit. No cash is provided. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient droit de construire? En fait, ils avaient droit de construire des modules sur la base d'un module standard de 25 mètres carrés de maison avec une très bonne compatibilité environnementale, qui sont des maisons modulaires qui peuvent grandir si la famille grandira et qui doivent respecter certains formats architectoniques. L'argent était suffisant pour construire un module de 25 mètres carrés avec l'idée qu'ils ont le droit de monter jusqu'à 75 mètres carrés si ils arrivent à trouver l'argent, s'ils respectent les normes de construction et s'ils ont la nécessité de grandir leur habitation. Alors, l'argent pour the saving program et pour des microloans et pour les programmes de prêt est arrivé d'une fondation américaine importante, American Charity Organization, le Swiss Financial Mechanism, qui est une autre fondation, et par Open Society Foundations. Donc, trois grandes, importantes, réflexives
puissantes, intelligentes fondations se sont mis ensemble pour construire un prototype de politique de housing. Donc, avec une très petite expérimentation, 6 familles, et un très grand investissement, pas d'argent, car au fond, on parle de 6 maisons de 25 mètres carrés, mais avec un très fort investissement de coordination entre les fondations pour réaliser ça. Donc, quel est le point de ce cas d'étude? Première chose, c'est un modèle de housing, de politique de logement, qui est strictement lié à une politique de travail social, où c'est les critères du travail social via l'instrument très traditionnel développé par les fondations pour la lutte à la pauvreté de saving, éducation à l'épargne, que fait la condition d'éligibilité au programme. Deuxième question, ça a été un projet to learn without talking. C'est-à-dire, ce n'est pas le travail social classique qui passe par des groupes de parole qui font la révision des vies et qui trouvent des instruments psychothérapeutiques pour faire de l'empowerment. C'est incitation économique. C'est learning how to behave as a good liberal citizen, mais sans se parler. Troisième chose, c'était un projet construit sur la base d'incitation. Donc, incitation qui passe par la valeur de la propriété privée, par la valeur de la responsabilité individuelle et par la valeur de la financial, comment on dit, prudence. Alors, le problème, c'est que ce projet, après avoir reçu un très important prix, a ouvert, surtout dans Open Society, une grande réflexion sur le rôle des incitations individuelles. Et en fait, moi, dans ma recherche un peu plus qualitative, j'ai assisté à des moments de réflexion où la question des problématiques économiques liées aux incitations individuelles a été ouverte et réouverte sur le langage classique de la théorie principale agent, c'est-à-dire il y a des risques. Il y a des risques de perdre de l'argent, car peut-être il pouvait faire la même chose sans ces argents. Il pouvait construire et trouver tout seul les 6 000 euros de matériaux. Ou peut-être ils pouvaient faire d'autres choses et ils ont fait ça car il y avait des incitations. Peut-être ils ont fait ça seulement car il y avait l'argent et donc ça ne va pas produire rien en termes de reproduction et effet mimétique. Ou peut-être on a sélectionné seulement les bons et on n'était pas capable d'accompagner through saving programs les plus méchants à devenir des bons citoyens libéraux. Alors, il faut dire que, surtout si on regarde Open Society Foundation, la réflexion sur le rôle des politiques via incitation, c'est une réflexion très importante. Elle est au cœur de la réflexion de comment changer et comment vérifier l'investissement des dernières 10 ans de Open Society. Il faut dire que Open Society a des ressources importantes, mais a surtout de l'expertise, a une vraie culture du militantisme, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur comment soutenir, pas la participation des Roms, mais la sociologie politique de la participation des Roms. C'est-à-dire une vraie réflexion sur le rapport entre incitation, programme et leadership des minorités. Et troisième chose, et développe une réflexion sur les incitations. Il faut dire que l'investissement de cette fondation sur la régulation des questions
Rome n'est pas un petit investissement et ce n'est pas un investissement sur des projets. C'est un investissement dans un cadre qui est un cadre de coproduction des politiques publiques. C'est-à-dire Open Society fait des programmes cofinancés avec différentes institutions européennes pour structurer des politiques européennes. Elle ne fait pas des appels d'offres. Il fait un peu d'appels d'offres. Mais surtout, je vais terminer, merci. Surtout, elle a financé le développement des plus importantes transnational activist organizations, donc l'European Roma Rights Center, l'European Roma Information Center, Roma Participation Program, donc des structures de lobbying sur les institutions européennes, a financé le plus important programme européen pour les Roms, qui est la Roma Decade, qui vient de terminer en 2015, 10 ans de ligne de financement, cofinancée Commission européenne et Open Society. Il a développé une stratégie très forte d'activisme judiciaire, avec l'idée que le recours au droit, c'est la forme la plus importante de défense des droits des personnes, et un nouveau style de campagne contre la discrimination, très lié à une idée de lutte à la représentation des Roms en tant que pauvres misérables. Et maintenant, il est très engagé directement avec son fondateur, Soros, pour ouvrir un institut européen payé par la Commission et le Conseil d'Europe pour la culture et l'identité rome. Donc, ce n'est pas une fondation qui, quand réfléchit sur les incitations, je termine, a des petits détails à régler. Ce genre de programmes expérimentaux sont passés par la réflexion très forte sur ce que les incitations ont produit. Et notamment, on a ouvert une réflexion sur la dimension symbolique des incitations. Donc les incitations, pas seulement pour steering the behavior, mais aussi pour faire gagner de la réputation et du respect aux personnes concernées. Alors, pour terminer, je pense que c'est vrai cette idée de contestation d'action publique via innovation. Changer le référentiel, c'est-à-dire introduire incitation dans des politiques ordinaires plutôt distributives, les logements, importer des modèles, notamment des politiques économiques libérales ou politiques sociales, et promouvoir des modèles. C'est-à-dire, face à la réflexion, ils vont dans la direction d'introduire de plus en plus politiques via incitation collective et pas via incitation individuelle. C'est-à-dire, un peu comme dans le mécanisme du microcrédit, réintroduire une dimension collective pour internaliser le contrôle entre pairs. Merci beaucoup.